Ok, magnifique. Je ne sais pas qui partage ses slides en premier, mais donc, juste pour introduire un petit peu le sujet, euh, on vous reçoit tous les deux pour un webinaire sur les impacts environnementaux liés à la production de puces électroniques. Pour faire la petite présentation rapidement, mais donc, on a Thibaut Pierson. Je vais lire ta bio. Mais donc, Thibaut est chercheur dans l'ICT Team à l'UC Louvain depuis 2019. Thibaut, tu es diplômé en tant qu'électronicien, ingénieur civil électronicien à l'EPL, et tu travailles sur l'analyse du cycle de vie, tout ce qui est ACV, principalement dans l'IoT. Ça, tu pourrais peut-être... ouais, c'est correct, chouette, je me suis pas planté, très bien. Gauthier, toi, tu es chercheur doctorant au RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, et tu es spécialisé sur les enjeux environnementaux de la numérisation. Et tu travailles notamment, enfin, tu publies également régulièrement des analyses sur ton site. On pourra partager ton site internet avec le replay ou dans le chat juste après. Je vous laisse aller, l'enregistrement a démarré, donc à vous de jouer. C'est bon, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Parce que ouais, c'est bon, ok. Alors, on voit mes slides, c'est bon? Ils sont juste pas un grand écran, ouais. Alors, attends, je fais l'affichage, hop. Maintenant? Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est tout bon. C'est très bien. Okay. On voit juste pas ta caméra, mais c'est pas nécessaire. Tu peux la garder coupée si tu souhaites. Je suis sur Microsoft Teams pour navigateur, j'ai pas l'application, donc je peux pas faire les deux à la fois apparemment. Si j'ai bien compris. Alors du coup, donc je vais vous parler en premier, puis Thibaut prendra la suite. Donc sur la question de la fabrication des circuits intégrés, des semi-conducteurs de façon plus générale, et leur impact environnemental. Du coup, on a pris ça par deux angles, sans forcément se concerter avant, mais on s'est rendu compte que c'était tout à fait compatible par la suite. Avec d'un côté une analyse qui est plus territoriale sur une des zones de production les plus critiques aujourd'hui pour les circuits intégrés, c'est-à-dire Taïwan. Et de l'autre côté, donc, sur lequel on a écrit un papier avec donc Thibaut, Mathieu Xoneux et David Boll de l'UC Louvain. Et pourquoi on s'est intéressé à Taïwan? Je l'ai mis après. Donc Taïwan, c'est un goulot d'étranglement sur la production de composants électroniques que sont qu'on va être les microprocesseurs, circuits intégrés, tout ce qui vient de faire plutôt du calcul de haute performance, puisqu'aujourd'hui, tous les processeurs qu'on va dire gravés à 5 nanomètres, comme les puces M1 de chez Apple, etc., sont en fait faites à Taïwan, sont fabriqués à Taïwan. Donc, Taïwan représente à peu près, on va dire, 50% de la production de chips aujourd'hui dans le monde, et sur les composants les plus avancés, donc ce qu'on va dire à moins de 10 nanomètres, Taïwan va avoir à peu près 90% des capacités de production mondiale. Donc en fait, sans Taïwan, on enlève beaucoup des composants électroniques avancés qu'on a aujourd'hui dans la plupart des équipements utilisateurs type smartphone, ordinateur, et dans certains composants de pointe. Alors pour le dire rapidement, parce qu'en fait on va parler beaucoup de nanomètres et de choses comme ça. Pour le dire très simplement dans le cadre de cette présentation, quand je dis 5 nanomètres ou quand Thibaut dit X nanomètres, c'est la taille du transistor qui est composé donc d'un source, d'un drain et d'une gate, d'une porte. Donc la gate, ça va être le robinet qui va permettre de faire transiter l'eau entre... en tout cas, c'est le truc qu'on va dévisser, je sais plus comment, je perds mes mots, sur un robinet pour faire transiter l'eau entre d'un côté la source et jusqu'au drain. Donc le flux d'eau, et donc là c'est un flux d'électrons qui va passer d'une partie d'une partie du transistor à l'autre bout. C'est ce principe, en fait, on le retrouve dans on va dire quelque chose de plus large qui est l'électronique, la filière électronique, où en fait on va avoir un circuit intégré composé de connecteurs, de composants passifs, de composants actifs, qui sont gérés par un logiciel embarqué. Et si on regarde les composants actifs, donc on trouve d'un côté
les circuits intégrés, les transistors discrets, comme des LED. Donc ces deux familles reposent sur les transistors, et ces transistors reposent sur un matériau semi-conducteur qui, dans la plupart des cas, donc, est du silicium. Alors, par exemple, on va partir de ce qu'on appelait un wafer. Donc là, c'est les disques en silicium que vous voyez à gauche, qui ont différents diamètres. Et en fait, on va les graver par différents processus. On va faire des dépositions chimiques, de la lithographie. On va enlever des résistances et puis on va graver couche par couche sur ces disques de silicium qui vont faire entre 0,5 et 0,7 cm d'épaisseur. Jusqu'au moment où on arrive à faire un composant de pointe qu'on appelle du coup un processeur que vous voyez ici, qui va être connecté du coup sur toute une couche que vous voyez ici pour ensuite fonctionner sur le reste de la carte mère. Donc ce moment où le processeur est connecté à tout le reste, c'est ce qu'on appelle du coup le packaging. Le test, on va le tester et ensuite on va le packager. Alors nous, dans le cadre de l'étude taïwanaise, alors que c'est en anglais, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de traduire. L'idée était d'estimer l'empreinte environnementale des fabricants de composants électroniques à Taïwan pour voir où est situé dans des objectifs de soutenabilité, notamment les objectifs de transition de l'île. On a utilisé tous les rapports RSE disponibles sur les fabricants qui étaient significatifs et qui avaient des données disponibles, et aussi utilisé des données qui étaient spécifiques à Taïwan pour rendre l'étude pertinente à cette échelle. Donc il faut bien se rendre compte que c'est une analyse à la fois qui est territoriale et environnementale. On s'intéresse principalement à ce qui se passe sur le Taïwan et nulle part ailleurs. Les indicateurs environnementaux qu'on remonte, c'est des indicateurs qui sont déjà disponibles dans des bilans RSE. Donc les émissions de gaz à effet de serre en scope 1 et scope 2. On ne prend pas le scope 3, puisqu'en fait, le scope 3 va être le scope 1 et scope 2 d'autres entreprises sur Taïwan, vu qu'un niveau de sous-traitance et de collaboration assez élevé entre les entreprises taïwanaises, on peut très vite faire la double comptabilité si on prend le scope 3. On a récupéré la consommation d'énergie finale et la consommation électrique. On restera plutôt sur la consommation électrique, on vous montrera plus tard. Et l'empreinte eau. On a regardé 60 entreprises taïwanaises et on a regardé que 16. On a fait garder celles qui avaient des données environnementales disponibles, celles qui avaient des données environnementales disponibles sur l'échelle de Taïwan, et il n'en restait plus beaucoup. Il en restait 16 et on s'est focalisé donc du coup sur la partie principalement composants actifs, qui intègre des circuits intégrés, des transistors discrets, donc des LED par exemple, de l'optoélectronique, etc. Et vu qu'on est à Taïwan et qu'on est sur une zone de fabrication, et moins une zone de design ou une zone de packaging ou de testing, même si Taïwan le fait pas mal, on s'est vraiment intéressé à la partie fabrication des composants. Donc, à partir du moment où on a un wafer, donc ce disque de silicium qui rentre dans une chaîne de production pour être gravé, etc., on regarde bien cette étape dans les chaînes de production de l'électronique. Alors, les résultats, la première chose à comprendre, c'est que TSMC, donc le géant taïwanais de l'électronique et le géant mondial de l'électronique, notamment pour les circuits intégrés de pointe, représente à lui seul la moitié de notre échantillon. En tout cas, en termes d'impact environnemental, a tendance à représenter la moitié de notre échantillon. Et il faut savoir que cette entreprise, ce type d'entreprise, consomme majoritairement de l'électricité, donc plus de 94% de l'énergie finale consommée est l'électricité, donc on s'est plutôt concentré sur l'électricité, puisque c'était suffisamment représentatif et très largement était le mode principal de l'industrie. Ce qu'il faut observer déjà sur le premier graphe à gauche, c'est la consommation d'énergie en terawattheure, sur un échantillon, donc du coup sur une série temporelle qui va de 2015 à 2020, donc sur 6 années, on a un taux de croissance annuel moyen qui est de presque 9%. Si on enlevait TSMC, ce serait plus que 4,5%, mais TSMC à lui seul a un taux de croissance annuel moyen de 13,6%. Donc ils augmentent très 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 rapidement leur consommation d'électricité, au moins sur ces 10 dernières années.
Ces 6 dernières années, pardon. Alors, de façon plus ou moins corrélée, sur un scope 1 et un scope 2, on a les émissions de gaz à effet de serre à droite. On est aussi sur un taux de croissance qui est assez élevé, de 7,5% par an sur l'ensemble des échantillons, 10% de taux de croissance pour TSMC tout seul et 5% pour le reste de l'échantillon. Mais comme sur le graphe précédent, en fait, TSMC va amener à la hausse l'ensemble de l'échantillon pour avoir des taux de croissance assez élevés. Et il faut se dire aussi que là-dessus, le scope 2 représente plutôt 75 à 79% de l'empreinte carbone présentée ici. Et sur l'empreinte eau, finalement, si on enlève TSMC, l'empreinte eau ne bouge pas trop. Elle reste plus ou moins stable. Par contre, la consommation d'eau de TSMC a largement augmenté ces 6 dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen à peu près de 15 à 16%. Et en fait, sachant qu'on n'avait pas pris tout ce sous-secteur, on avait récupéré que 16 entreprises. En fait, on a utilisé des données de consommation électrique de l'île, puisque le fournisseur d'énergie principal de l'île, qui s'appelle Tide Power, a des données ouvertes sur la consommation électrique de tout le sous-secteur. En fait, on a pu extrapoler notre échantillon en regardant combien il consommait d'électricité par rapport à toute la consommation électrique de ce sous-secteur donné par le fournisseur d'électricité, pour estimer que notre échantillon représentait à peu près 50% du sous-secteur. Donc on peut extrapoler pour voir l'ensemble du sous-secteur à partir de là. Si on regarde ces consommations à l'échelle nationale, notre échantillon représente à peu près 11%, un peu moins de 11% de la consommation d'électricité totale de l'île, sachant que l'industrie représente une vaste majorité de cette consommation, plus de la moitié. Et si on extrapole du coup notre échantillon pour qu'il soit représentatif de tout le sous-secteur, ça serait plutôt proche des 19%. Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, là on a une part plus mince, donc on serait plutôt de 6,6% des émissions GES de l'île en 2019. Et en extrapolant, on arrive plutôt à 11,7%. Pareil, l'industrie est la plus grande part des émissions de GES, notamment avec l'industrie pétrolière. Et finalement, si on regarde l'eau, et là c'est surprenant, on a une empreinte eau de notre échantillon qui serait de moins d'1% par rapport au prélèvement d'eau de toute l'île, et qui est bien évidemment largement porté par l'agriculture à 70%, puisqu'on a beaucoup de riziculture, du thé, répartis sur toute l'île, donc avec des besoins d'eau qui sont à la fois très étendus sur l'île. Donc on a une idée que la consommation d'eau, notamment des entreprises taïwanaises, est assez importante. En l'occurrence, ça apparaît moins à ce niveau de l'analyse. Et par contre, on n'a pas voulu faire d'extrapolation sur l'eau, puisqu'en fait, comprendre réellement ce que des classes d'entreprises, entre leur empreinte eau, les prélèvements d'eau, l'eau consommée, l'eau recyclée et tous les autres termes utilisés, rend l'exercice complexe lorsqu'on veut comprendre réellement combien d'eau est utilisée par un secteur. Et finalement, si on compare la production de circuits intégrés sur l'île, parce qu'en fait, dans notre échantillon, on a majoritairement des entreprises qui fabriquent des circuits intégrés. Donc, on va regarder en termes de volume de production des circuits intégrés sur l'île. Donc, ce que vous voyez avec le trait en gris pointillé. On a une corrélation jusqu'en 2019, où là, il y a eu un saut. Il faudrait qu'on réajuste les données avec la nouvelle ouverture des données du ministère taïwanais là-dessus. Mais jusqu'en 2019, on voit une corrélation qui ferait dire plus on produit des circuits intégrés, plus on augmente l'empreinte sur 3 critères en valeur absolue. Donc, a priori, ça veut dire que les gains d'efficacité ne compensent pas la hausse de la production, puisqu'on continue à avoir une augmentation en valeur absolue. Et donc, il y a d'autres facteurs qui doivent expliquer cette hausse. Potentiellement, les nouvelles méthodes de production chez TSMC pour faire des gravures toujours plus fines, donc en dessous 10 nanomètres, peuvent
potentiellement expliquer cette hausse. Donc, c'est ce qu'on appelle l'EUV, c'est le Extreme Ultraviolet Lithography, qui remplace le processus antérieur qui s'appelle le DUV, pour Deep Ultraviolet Lithography. Et l'EUV, d'après les rapports donnés par TSMC, consommerait 5 à 10 fois plus d'électricité que le processus précédent, et aussi avec une consommation d'eau un peu plus élevée pour refroidir le laser. Donc, ça pourrait expliquer une partie de cette hausse, mais ça ne peut pas tout expliquer. Donc, il y a toujours une part d'inconnu sur pourquoi c'est tant corrélé, et à la fois pourquoi des fois ça décroche. Donc, il y a un peu plus de travail à fournir de ce point de vue-là, dès que les nouvelles données seront ouvertes. Mais si on en restait là, ça serait mal comprendre ce qui se passe. Et c'est là où l'analyse territoriale est importante. Premièrement, il faut se rappeler que Taïwan, c'est une île qui est plutôt petite, de 22 millions d'habitants, et une grande partie de la façade est est très montagneuse, avec des pics qui culminent jusqu'à 3800 mètres, et une densité urbaine, du coup, qui se situe majoritairement sur la partie ouest de l'île. Et bien évidemment aussi, les typhons qui viennent frapper l'île toutes les années arrivent par l'est et remontent par le nord. Donc il y a beaucoup d'intérêt à ce qu'une partie de la population soit plutôt concentrée à l'ouest, là où elle est protégée des typhons, et là on est plus sur de la plaine. Donc ayant ça en tête, et si on replace finalement les principales zones de production qu'on nous on a observées dans notre échantillon, et qu'on replace en fait aussi les réservoirs d'eau qui les alimentent, et l'ensemble des centrales énergétiques, quel que soit leur type de fuel, sur l'île, en fait on se rend compte de plusieurs choses. La première chose à savoir, c'est que Taïwan importe 97,5% de ses sources d'énergie. L'île en tant que telle produit très peu d'énergie. Ils vont importer principalement du charbon d'Australie, Indonésie, Russie, du pétrole brut d'Arabie Saoudite, du Koweït, USA, et du gaz naturel liquéfié du Qatar, d'Australie et de la Russie. Et vu qu'ils ne peuvent pas produire d'électricité sur place, ou très peu, ils ont besoin de travailler sur des énergies qui sont transportables. Les énergies transportables, c'est principalement des énergies qui sont carbonées. Du coup, lorsqu'on voit ça, on va se rendre compte que les centrales qui se situent plutôt sur la côte ouest, c'est des centrales qui sont proches des lieux de raffinerie lorsqu'on va importer du pétrole brut et qu'on va le traiter, ou pareil pour le gaz, ou pareil pour le charbon. Si on regarde que l'électricité, en 2020, les énergies renouvelables représentaient à peu près 6% de toute la production électrique de l'île. Et normalement, il y a un Electricity Act qui a été promulgué en 2017 qui vise une production d'énergie renouvelable de 20% d'ici 2025, principalement en allant vers l'éolienne offshore, et qui est aujourd'hui très très loin de son objectif, avec l'idée aussi de fermer les centrales nucléaires qui se situent à l'extrême sud et l'extrême nord de l'île. Ça, c'est pour les questions énergétiques. Pour la question de l'eau, en fait, les zones de production industrielle qu'on regarde ici dans notre échantillon, elles sont concentrées sur 4 zones, en fait, qui sont réparties sur plusieurs villes. Et ces zones dépendent finalement d'un nombre restreint de réservoirs d'eau, avec des capacités qui sont elles-mêmes physiquement limitées. Donc finalement, même si on a une petite consommation une petite empreinte eau à hauteur de 0,9%, du fait que les zones de production sont situées dans des zones avec une population très concentrée, donc c'est ici ce que montrent les niveaux de gris, plus c'est gris, plus la population est concentrée, que ce soit aussi donc, proche des centres urbains, avec d'autres industries qui sont elles-mêmes très intenses, qui demandent de l'eau, avec des résidentiels aussi qui demandent de l'eau, avec un nombre de réservoirs illimité. En fait, ils ont quand même un stress hydrique, mais qui ne vient pas d'une absence d'eau, mais qui vient plutôt d'une concentration de la demande. Et c'est ce qui nous permet en fait de comprendre plusieurs aspects. Je ne sais pas si je dois aller là. Oui. Où notamment en 2021, on a fermé pendant deux jours par semaine l'approvisionnement en eau de plusieurs zones urbaines, ici à Taichung, Maoli, Changhua, ça touche à peu près 1 million de personnes, et qu'on a arrêté l'irrigation de 114 hectares de terres agricoles, pendant qu'on amenait par des camions-citernes de l'eau en permanence dans la zone de production de TSMC et des autres constructeurs. Donc ils vont quand même avoir du stress hydrique du fait de la concentration de la demande sur des zones avec de l'offre en eau restreinte.
Et le problème de tout ça, finalement, c'est que ces réservoirs d'eau, comment ils se remplissent? Ces réservoirs d'eau vont capturer finalement de l'écoulement qui est issu de précipitations. Et les précipitations sur Taïwan, à moitié, viennent des typhons. Donc ici, toutes les barres bleues que vous voyez, donc c'est par mois, toutes les barres bleues, c'est la saison des typhons. Et vous vous rendez compte qu'en fonction des zones qu'on regarde sur Taïwan, on dépend quand même très largement des typhons pour avoir l'hydrologie de l'île. En l'occurrence, même pour le sud de Taïwan, 90% de leurs précipitations annuelles viennent des typhons. Le problème étant, c'est que parmi tous les facteurs qui influent sur le passage des typhons dans ce cadran de l'Atlantique, un des facteurs, c'est le changement climatique, et on voit surtout un ralentissement des courants de circulation dans la région, qui va influer sur la façon dont les typhons vont se former, leur intensité notamment, et aussi la position, leur position dans ce cadran. Aujourd'hui, l'état de l'art de la littérature dans ce domaine estime qu'il y aura plutôt une tendance à une diminution du nombre de typhons, mais qui seront beaucoup plus violents, et aussi une diminution rapide des précipitations hors typhon. Donc potentiellement une baisse de l'hydrologie sur la période pendant 6 mois où il n'y a pas de typhon, mais aussi moins de typhons sur les 6 mois de la saison des typhons, mais avec des pluies beaucoup plus violentes, donc beaucoup moins de capture de l'écoulement possible, et notamment aussi des dégâts liés à des événements climatiques plus violents. Donc je vous ai parlé de ça. Et finalement, si on regarde dans cette étude la trajectoire de notre échantillon, donc on n'a pas pris l'extrapolation du sous-secteur, on a juste pris notre échantillon à nous, donc a priori la moitié du sous-secteur, et en appliquant différents paramètres, si tout reste le même par rapport au plan de réduction de carbone de l'île de Taïwan, d'ici 2050, on arrive quasiment à 15% du budget qui leur reste sur l'île. En tout cas, des objectifs qu'ils se donnent sur l'île. Si on continue à avoir une croissance de la production et aussi, même avec une diminution de l'intensité carbone, etc., on arrive toujours à 37% de leur objectif 2050. Et bien sûr, le dernier courbe n'est pas du tout réaliste, mais c'est plutôt pour donner on va dire un ordre d'idée. Si toute chose continue égale par ailleurs, avec un taux de croissance aujourd'hui de 7,5% qu'on propagerait dans le temps, bien sûr, là, on monte à 131% du budget carbone de 2050, mais bien sûr, c'est irréaliste puisqu'on ne tiendra pas ce taux de croissance indéfiniment. Mais en tout cas, ce qui est assez visible avec cette comparaison, c'est que la trajectoire industrielle, nous, de l'échantillon qu'on regarde, et de ces entreprises les plus pointues aujourd'hui en électronique sur Taïwan et pas dans le monde, va être difficilement conciliable avec la façon dont Taïwan planifie sa neutralité carbone, enfin en cas sa réduction carbone. Sachant que Taïwan ne statue pas sur une neutralité carbone, ils savent juste qu'ils peuvent la réduire. Lorsque vous dépendez à 87% d'énergie carbonée, vous ne serez pas en capacité d'être complètement renouvelable d'ici 2050, c'est pas possible. Mais ce graphe nous permet aussi de comprendre autre chose. C'est finalement qu'est-ce que cette trajectoire industrielle veut dire par rapport aux questions de transition. Ici, on utilisait un concept qui vient plutôt des sciences politiques ou des sciences politiques notamment liées à l'énergie. C'est le concept de verrouillage carbone ou de verrou carbone ou de carbone lock-in. En gros, c'est de dire que un verrou carbone ressemble à un dispositif dans lequel à la fois des partenaires industriels et des partenaires institutionnels créent un environnement économique dans lequel les solutions, les alternatives bas carbone seront inhibées et ne trouveront pas leur place par rapport à des économies qui sont largement basées sur des solutions très carbonées. Typiquement, la voiture en est un exemple récent. Donc, ce qu'on va vous expliquer ici avec ce schéma, si on part de la gauche à la droite, il faut comprendre la première chose, c'est que Taïwan, le statut géopolitique de Taïwan dépendra très fortement de sa capacité à rester leader
dans la fabrication de composants électroniques de pointe. C'est via ce statut aussi qu'ils ont aujourd'hui une protection des Américains, qui sont protégés aussi par les puissances européennes qui dépendent de leur production en semi-conducteurs. Donc, ils peuvent pas non plus se laisser aller de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils doivent investir massivement dans la recherche et développement de la fabrication de composants électroniques pour maintenir ce leadership mondial dans la fabrication. En même temps, ce leadership global leur permet d'augmenter leur production et surtout leur volume de vente. Donc, en générant des retours sur investissement qui sont très importants pour eux, sur une industrie qui a haute valeur ajoutée, qui permet du coup de maintenir une croissance économique qui elle-même permettra d'avoir un investissement très élevé en R&D pour ce secteur. Donc là, il y a une boucle qui fonctionne plus ou moins bien. Il faut savoir que sur des plans de R&D, l'État taïwanais peut financer jusqu'à 40% du budget de R&D sur des secteurs où les capitaux d'investissement sont très 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 élevés. Typiquement, TSMC, pour 2021, investit 41 milliards de dollars. C'est pour donner un ordre d'idée. Mais le problème, c'est que pour rester leader dans la fabrication de composants très avancés, du coup, on va changer des méthodes de production. On va passer du DUV à l'EUV, qui est beaucoup plus intense en énergie pour une production sur la même unité de production. Mais du coup, l'énergie consommée par cette industrie augmente, sachant qu'on a des capacités de production endogène à Taïwan qui sont très faibles et que la grid taïwanaise n'est pas connectée à la grid chinoise. Donc, elle ne peut pas non plus, obtenir de l'électricité par le continent. Donc, elle doit continuer à importer massivement de l'énergie qui est transportable et donc qui est intensive en carbone, donc c'est-à-dire charbon, pétrole, gaz, ce qui, in fine, augmentera les émissions de GES. Donc, c'est à peu près ça le verrou carbone qu'on a identifié en travaillant à la base sur l'empreinte environnementale de fabrication de composants en Taïwan, qui amène un peu plus loin une réflexion finalement sur qu'est-ce que ce secteur industriel fait aux politiques de transition de l'île, en fait. Et aussi de se rappeler que même si on pouvait faire une transition magnifique au niveau global, il y aura toujours des zones sur Terre où il y aura des verrous carbone. Et il faut aussi les identifier. Et a priori, Taïwan, alors on va dire toute chose égale par ailleurs, parce que c'est compliqué de voir où ira Taïwan d'ici 10 ans, d'un point de vue géopolitique en tout cas. Mais en tout cas, toute chose égale par ailleurs, Taïwan suit plutôt une trajectoire qui l'amène malgré tout à augmenter ses émissions de GES. Donc au final, on voit qu'il y a une corrélation entre les indicateurs environnementaux et le volume de production des composants, qu'il y a des tendances conflictuelles entre la croissance des émissions de GES de Taïwan et son plan de réduction de GES, qu'une croissance rapide de la demande énergétique sur l'île implique a priori des imports d'énergie qui sont toujours plus intensifs en carbone, que le stress hydrique sur l'île est dû à la concentration de la demande et non pas à une absence de ressources en eau, et qu'aujourd'hui, a priori, le développement du secteur électronique à Taïwan maintient l'île dans un verrou carbone, et il faut apprendre cet exemple au moment où l'Europe, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, la Chine veulent dupliquer ou en tout cas faire ressembler leur industrie électronique à Taïwan, qui est un des leaders là-dessus, comme on l'a rappelé, et qu'il faut faire attention à ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux, mais parce qu'aussi on n'est pas dans la même situation qu'eux. On ne dispose pas des mêmes territoires, on ne dispose pas des mêmes interconnexions énergétiques, on ne dispose pas des mêmes sources d'énergie, mais il faut apprendre de ce qu'a fait Taïwan à ce niveau-là. Voilà, je crois que je suis allé plus rapidement que prévu. Mais c'était une demi-heure, c'est ça? Ouais, 20 minutes, une demi-heure, je pense. Donc, je pense qu'on est tout bon. Et j'arrête de partager. Donc, j'essaie de voir comment je peux arrêter de partager. Hop. Et voilà. Alors, j'espère que j'ai été clair, parce que je suis dans plein de choses en même temps aujourd'hui. Donc, j'espère que j'ai pas trop zappé d'éléments. Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à poser des questions.
J'ai trouvé ça très clair. Merci déjà pour cette intervention. Est-ce que tu souhaites éventuellement qu'on prête déjà une petite série de questions ou qu'on enchaîne d'abord avec Thibaut? Une petite série de questions, ouais. Ouais, en plus, Ouais. c'est que je dois partir le plus tôt possible. Donc, je préfère Ok. prendre des questions maintenant On va prendre des et je questions laisserai maintenant, alors. Thibaut, qui est bien plus intéressant sur le sujet, répondre au reste. Ça va. Le temps que Thibaut prépare la suite de la présentation, si vous avez des questions, c'est le moment. On va attendre un petit peu quand même le temps que les gens puissent écrire. Moi, je vais commencer avec une question, le temps qu'il y en ait éventuellement dans le chat et que les gens puissent écrire. Et donc, au final, ça veut dire que d'autres pays qui développent ce genre d'industrie, par exemple, je pense que les États-Unis récemment ont annoncé qu'ils voulaient investir là-dedans, ont au final avec plus de capacité à avoir une industrie plus verte au niveau des microprocesseurs, c'est ça, dans l'idée? Potentiellement, oui. Après, on aura d'autres problèmes à gérer, en fait. Taïwan, leur principal problème, c'est leur source d'énergie. Et c'est leur fourniture en eau. Et potentiellement, le fait que leur fourniture en eau va être plus chaotique du fait qu'il y aura plus d'incertitudes climatiques sur le passage des typhons sur l'île. Et le fait qu'ils doivent absolument augmenter leur volume de production pour maintenir leur leadership. Donc, nous, si on transpose ça à la France, on aura forcément une composante électrique qui est beaucoup moins intense en carbone. Il y aura quand même des problèmes d'aménagement du territoire, à savoir quelle capacité on a à disposition pour ces nouvelles entreprises, par rapport aussi à la stratégie nationale bas carbone, qui nous impose quand même de réduire notre consommation d'énergie finale, mais aussi de réduire nos émissions de GES, et finalement comment ces composants pourraient permettre aussi de décarboner d'autres secteurs. Mais sur ce dernier point, c'est encore très vague. Donc il y aura toujours des enjeux, ils vont juste s'exprimer différemment en fonction des caractéristiques des territoires. C'est pas le problème étant, c'est que si je regarde des choses comme ST Electronics, STM Electronics ou Soitec, en fait, on n'a pas de données spécifiques par fab, en fait. J'ai beau chercher, je ne trouve pas les données de consommation électrique ou de GES ou d'eau par fab chez ST Electronics. Par contre, à Taïwan, on a toutes les données fab par fab. C'est ça qui rend cette étude possible. Et le deuxième point, c'est aussi que Taïwan est un temple de l'open data, notamment avec les travaux grâce aux actions des équipes de Audrey Tang, et qu'on a à disposition toutes les données de consommation énergétique, secteur par sous-secteur, sur chaque segment industriel. Donc on peut se comparer très précisément, on a les données de production de tous les sous-composants électroniques. Donc c'est aussi ça qui le rend possible de travail de surveillance environnementale, c'est aussi l'ouverture des données. Et ça, ce sera un cas dans tous les pays, dans tous les cas, où qu'elles soient, quelles que soient leurs conditions territoriales ou environnementales. Ok. On a quelques questions dans le chat. Est-ce que tu souhaites y répondre? Est-ce que tu as accès? Oui, je le vois. Je te laisse commencer avec la question de Victor dans l'ordre. Je ne sais pas si tu as le temps de répondre à tout. Alors, les méthodes de captation carbone. Alors, on a regardé, ne serait-ce que même qu'on prend les renouvelables chez TSMC, c'est ceux qui ont le plus avancé. Je pense qu'ils ont à peu près 11%, ils ont intégré à peu près 11% de renouvelables sur la consommation électrique générale de TSMC, mais je ne sais pas si c'est du market-based ou du location-based. Je ne sais pas si c'est de la consommation physique réelle ou si c'est juste de l'achat de produits financiers sur le marché de l'énergie. Et les captations qu'on a vues, il n'y a absolument rien qui est indiqué dans les rapports RSE, ou en tout cas, ils font aucune soustraction aujourd'hui dans leur bilan carbone lié à une éventuelle captation. Après, Thibaut, je te laisse compléter. Hein, pour le point sur la captation, je te rejoins et c'est vrai que moi je suis pas au courant et j'ai pas vu ça dans les rapports. Par contre, ça on discutera comme je disais au-dessus pour les points sur ST et d'autres pour ce qui est des rapports RSE et de quelques données plus précises. Donc ça on pourra en parler dans la présentation juste après. Mais pour ce qui est de la captation carbone, j'ai pas non plus souvenir qu'il y avait quoi que ce soit précisé dans les rapports qu'on a analysés. Après, vu l'enveloppe énergétique de TSMC, ils vont sacrément devoir faire la captation. Mais ceci dit, c'est vrai que si c'est le cas, c'est intéressant à inclure. Maintenant, nous, dans ce qu'on a compté ici sur l'analyse territoriale, on a bien analysé uniquement les effets directs. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont pouvoir dire aussi, OK, si on utilise les chips créés par TSMC pour une réduction de ces impacts dans des différents applicatifs, ça, on ne dit pas du tout que c'est pas possible. C'est un autre type d'analyse, un autre scope d'analyse. Nous, ici, on se concentre vraiment sur les impacts
générés sur le territoire pendant la production de ces dispositifs. Et alors, du coup, y a-t-il une planification à Taïwan des modifications des ressources énergie? Oui, normalement, donc ce que je disais que l'Electricity Act de 2017, mais qui a été changé récemment, donc il faudrait que je revoie mes fiches là-dessus. Mais il y avait une fermeture planifiée du nucléaire sur l'île jusqu'en 2025. Il en reste du coup 3 centrales, 2 au nord, une au sud, et une arrivée massive des ENR, notamment par l'éolien offshore, mais qui aussi rencontrait à l'époque des contestations locales. Notamment là où ils voulaient mettre des champs éoliens offshore ou plus dans le nord. Et sachant que les éoliennes, on va plutôt les mettre à l'ouest, hein, pareil, on va pas les mettre là où il y a les typhons. Donc on ne peut pas non plus mettre de l'ENR partout sur Taïwan. Et c'est pareil pour les panneaux solaires. On est quand même sur une île qui a un espace limité. Et du coup, là-dessus, forcément, les ENR ont besoin de plus d'occupation des sols. Donc voilà, c'est à voir comment ils vont pouvoir progresser là-dessus. Ils ne pourront jamais tout couvrir avec des ENR, pas en tout cas, pas avec la consommation d'énergie qu'ils ont aujourd'hui et les tendances de consommation qu'ils ont aujourd'hui en tout cas. Et à ajouter à ça aussi le fait que c'est des chaînes de production qui tournent 24/7. Donc il y a aussi le problème de l'intermittence qui est aussi un problème non négligeable, vraiment d'un point de vue pratico-pratique de l'alimentation en continu des fabs. Du coup, j'étais parti regarder le truc de TSMC. Alors, bonjour Louis. Comment peut-on adapter ces résultats à une potentielle ouverture à de nouvelles fabs, de nouvelles avancées en Europe? En fait, une des questions qu'on se posait, je crois, c'était l'introduction de l'EUV, en fait, des méthodes extrêmes ultraviolets, et du coup, des enjeux énergétiques qu'il y a autour de ces nouvelles méthodes, on a encore essayé de comprendre comment ça fonctionne réellement, parce que c'est quand même dur d'avoir des données sur ces processus. Mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas à un moment stabiliser aussi les nœuds technologiques, ou est-ce qu'il faut toujours aller plus loin et aller arriver jusqu'au 2 nanomètres et ensuite aller augmenter c'est toujours de faire une sorte d'attaque de force brute en essayant de mettre le plus de chips sur le même centimètre carré. Et mais au-delà vas-y. Ouais, désolé de te couper, mais je dis, c'est vrai que dans cette étude, et ça c'est aussi ce que je mettais dans la réponse dans le chat plus haut, il y a un problème réel quand on fait ce genre d'analyse, une limitation réelle, c'est que dans les rapports RSE ou même dans d'autres rapports, les mix technologiques qui sont produits par année par les différentes entreprises ou fonderies sont en général pas donnés, voire jamais donnés. Et donc, ça, c'est des mix qui varient dans le temps, évidemment, et l'accès à ce détail-là est en fait très compliqué, voire pas disponible, ce qui limite aussi la compréhension justement des impacts par nœud. Ça, on pourra en discuter dans la deuxième présentation. Même si ce qui est sûr, c'est que l'impact avec l'introduction d'extrême UV augmente clairement. TSMC dit, plusieurs études le disent. Maintenant, dans le même temps, le nombre de transistors qu'on parvient à faire augmente aussi. Et donc ça, c'est sûr que c'est aussi à prendre en compte. Et ça, on en discutera dans l'étude juste après. Oui. Et j'ai rien à dire de plus là-dessus. Mais en effet, dans tout cas, il y aura des enjeux de planification. Mais au même titre que les data centers, c'est un enjeu de planification en Europe. Et qu'aujourd'hui, c'est rare de mettre un data center sans qu'il y ait la contestation locale, du fait de la demande énergétique que ça représente, parfois la demande en eau, de la demande foncière, de l'utilité de ce type d'installation, qui peut parfois être contesté au niveau local. A priori, ça sera compliqué d'installer des nouvelles usines aussi sans que ces contestations locales, du coup ces enjeux d'aménagement soient pris en compte. Et ce sera au même titre que si on veut mettre des mines en Europe. Il y aura des questions toujours d'aménagement du territoire et comment on gère l'arrivée de telles infrastructures sur les territoires où elles vont être implémentées. Et par contre, pour réagir par rapport à ce que demandait Louis pour adapter ces résultats, pour moi, il y a en tout cas un intérêt d'adapter ou d'utiliser une méthodologie similaire ou inspirée, ne serait-ce que pour avoir ce monitoring des différents indicateurs pour la production de semi-conducteurs. Si ça doit être localisé en Europe, pour moi, c'est absolument critique et nécessaire,
ne serait-ce que pour l'indicateur d'émission carbone, parce que comment on veut, comment on veut prendre des décisions et des feuilles de route, on va dire, cohérentes si ces indicateurs-là ne sont pas monitorés pour la production des semi-conducteurs. Et alors, l'Europe veut son usine de semi-conducteurs, mais sans mine d'extraction, est-ce que cela a du sens? Je pense pas que l'enveloppe matérielle de la filière électronique soit si importante que ça. Par contre, elle est très diverse. C'est pas tant dans les volumes ou le tonnage demandé que dans la diversité des matières demandées par le secteur. Et aussi, il n'y a pas que de la matière, il y a aussi du gaz. Historiquement, les semi-conducteurs, c'est comme de la chimie. Enfin, en tout cas, quand ça a commencé dans la Silicon Valley dans les années 60, c'était plutôt de la chimie, Fairchild Semiconductor, etc. Et aujourd'hui, typiquement, lorsque la guerre en Ukraine, il y a notamment deux très grandes entreprises qui font du gaz néon, qui est nécessaire pour la chaîne de fabrication de semi-conducteurs. Du coup, quand on perd le néon ukrainien, qui est de très haute pureté, qui est nécessaire notamment pour les lasers qu'on utilise dans la lithographie, quand on les perd, du coup, il faut réagencer toute la chaîne de production. Donc, il ne faut pas se focaliser que sur la matière, il faut se focaliser aussi sur l'ensemble des intrants, dont les gaz. Et pourquoi l'Ukraine produit du néon de haute pureté? C'est parce qu'ils ont des vastes champs agricoles et qu'ils utilisent du coup le processus Haber-Bosch pour faire du fertilisant. Et un des coproduits du processus Haber-Bosch, c'est comme de faire du gaz néon, qui sera ensuite utilisé par les semi-conducteurs. Donc, c'est aussi pour vous montrer le niveau d'intégration des différentes chaînes au niveau mondial. Mais dans tous les cas, on aura besoin de plein de petits métaux qui sont des coproduits de grands métaux. Et une question plus générale de finalement l'avenir minier de l'Europe. Est-ce qu'on ouvre des mines ou pas en Europe pour répondre à une augmentation de la demande en minéraux de la transition, on va dire. Ça, c'est une vaste débat que je préfère pas ouvrir ici. Et pour TSMC... Ouais, vas-y. Je rebondis juste sur, donc dans le chat, il y a Victor qui postait un article de TSMC. Alors, j'ai pas eu le temps de le traverser en détail, mais il y a 2 points dedans. Il y a la réduction électrique qui mentionne au début, et ensuite la réduction des gaz fluorés. Et si tu regardes dans le graphique, ils sont normalisés par masque ou par couche, donc c'est pas de manière absolue. Et il faut bien noter aussi que pour la réduction des gaz fluorés, ce qui va être donc là on est bien sur du scope 1, pas sur du scope 2. Et ce qui va être principalement la raison de cette diminution, c'est l'amélioration des technologies d'abattement. Donc ça va être des technologies qui permettent de diminuer ou de capter en fait les gaz gaz avec un pouvoir de réchauffement calorifique pendant la production. Mais là, on est complètement sur du scope 1 et l'amélioration des technologies d'abattement. Ça, de fait, c'est quelque chose de très intéressant et de très utile, mais aussi à plafonner dans les améliorations qu'on peut faire parce qu'on atteint doucement le maximum de l'abattement possible. Et sachant que des gaz fluorés aussi, ça a un pouvoir réchauffant bien plus élevé que le CO2. Donc tout ce qui est HFC, CFC, donc il faut aussi faire très attention à leur taux d'émission, puisque je pense que le CFC, ça peut monter jusqu'à 4000 fois le potentiel de réchauffement. Enfin, 1 gramme de CFC, ça peut jusqu'à 4000 fois le potentiel de réchauffement du CO2. Donc voilà, il faut pas se louper aussi sur les autres gaz que le CO2. Et, mais les abattements, donc c'est bien sur d'autres gaz aussi, quoi. Ouais. Là, c'est pas uniquement le CO2. Mais ça me fait rebondir qu'il y a un art de la lecture du rapport RSE. Il faut être très, pour en avoir bouffé du coup 60, il faut faire. Ça demande du temps de savoir décortiquer un rapport RSE, parce qu'un rapport RSE est aussi fait pour un certain niveau pour être opaque, ou pour cacher les valeurs intéressantes, pour appuyer là où les indicateurs ont évolué de façon positive et cacher là où les indicateurs ont évolué de façon négative. En l'occurrence, les valeurs absolues sont toujours très dures à obtenir d'un rapport RSE, ou en tout cas à trouver dans un rapport. Par contre, tout le monde adore communiquer sur les valeurs relatives, avec donc les émissions par masque, etc. Mais bout à bout, lorsqu'on met du coup toutes nos valeurs absolues à l'échelle d'une entreprise, en fait, on voit que malgré tout augmente en fait.
Mais de l'autre côté, dans tous les rapports RSE, tout le monde dit qu'en valeur relative, ça a baissé de façon incroyable. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait cet exercice. C'est parce qu'en fait, il faut se dire au bout d'un moment, si on regarde tous les rapports RSE, on a l'impression qu'il n'y a absolument rien à faire et que tout va de façon incroyable. En valeur absolue, finalement, pas du tout, et surtout à l'échelle territoriale, en fait. Parce que malgré tout, ces entreprises existent dans un monde physique et s'inscrivent dans des politiques de transition, dans des politiques territoriales, dans lesquelles aussi doivent s'intégrer. L'exercice aussi servait à ça. Je vais en profiter de ta fin et de la transition pour le message qui est demandé dans le chat de Nicolas Ruchot. Est-il possible de faire cette étude en Europe? Est-ce que les données sont accessibles? Sinon, est-ce que cela requiert une législation spéciale pour avoir de l'open data comme à Taïwan? Et je propose qu'on utilise ça comme transition vers la deuxième présentation, si c'est bon pour tout le monde, parce que du coup, on va partiellement répondre à cette question. Parfait. Pour rebondir très, très rapidement, j'ai essayé quand même de faire le même exercice en France. Donc, j'ai commencé à ouvrir les rapports RSE de Soitec, ST, etc. Le problème étant, c'est qu'ils n'ont pas de données par fab, en fait. C'est ça le problème. Donc, on peut pas refaire l'exercice. Enfin, je spoil une partie de la réponse, en tout cas. Voilà. À vous, les studios. Merci, Gauthier. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Non, pas pour l'instant. Peut-être que ça charge encore chez moi, mais je te préviens quand je vois tes slides. Ok, parce que moi, il m'indique que je suis bien en train de partager. Là, vous ne le voyez toujours pas? Ok, apparemment, c'est bon. Ouais, c'est bon, je vois tout. Ok, super, merci beaucoup. Ok, alors je vais démarrer. Il nous reste, je vais essayer de faire une vingtaine de minutes. Donc, pour recontextualiser rapidement, donc avant, Gauthier parlait des semi-conducteurs à Taïwan. Ici, un petit rappel donc sur l'infrastructure, on va dire l'infrastructure générale de l'ICT, donc des technologies de l'information et de la communication, qui vont autant des dispositifs terminaux utilisateurs comme les télés, des dispositifs IoT et autres, qui va passer ensuite par tout ce qui va être réseau d'accès mobile ou fixe, ensuite tout ce qui va être core network, data center et cloud. Et là, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'à tous ces étages de l'infrastructure, on retrouve des circuits intégrés de complexité différentes, évidemment avec des buts différents, mais on retrouve bien des circuits intégrés partout dans cette infrastructure. Et avec l'augmentation aussi des tendances qui poussent à l'augmentation de l'intégration d'électronique dans notre société, c'est-à-dire l'Internet des objets, la 5G, le calcul intensif, cloud et autres, il y a clairement, et c'est pas du tout un scoop, une augmentation à l'intégration d'électronique dans nos sociétés. Mais aussi, de l'autre côté, on a les contraintes environnementales et particulièrement une contrainte. Salut Gauthier, merci beaucoup et bonne suite de journée. Et donc, particulièrement les contraintes qui vont être sur le réchauffement climatique. Et donc, ici, avec une vue assez schématique mais claire de la réduction qui doit être réalisée. Évidemment, le problème n'est pas limité uniquement à l'empreinte carbone, il y a aussi tous les problèmes de biodiversité et les autres problèmes multifactoriels. Mais par contre, ce qui est sûr dans cet état des lieux, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'essais et que la période de temps est relativement, enfin même très limitée pour prendre ces décisions et donc que les actions d'aujourd'hui sont absolument critiques. Et si on va se centrer justement sur l'empreinte carbone, donc ici, même si on le fait juste pour un indicateur, c'est déjà une entrée. Pour l'empreinte carbone des technologies de l'information et de la communication, on voit qu'il y a plusieurs études qui travaillent là-dessus, qui ont travaillé là-dessus, et même si elles ne sont pas toutes exactement d'accord, les tendances, ou en tout cas la ventilation des impacts, ils sont les dispositifs terminaux utilisateurs, que ce soit production ou usage, et puis ensuite les networks et les data centers. Et ici, dans la présentation d'aujourd'hui, on va se centrer. Thibaut, on est en train de te perdre. Et alors, comment on obtient... Ouais. On te perd un petit peu au niveau de la connexion. Peut-être que si tu désactives la caméra, top. Ouais, merci, je viens de désactiver la caméra. Si c'est pas mieux, vous me dites et je descendrai plus près de la box. Et donc, comment on fait pour obtenir en général ce genre d'évaluation? Souvent, ça se base sur des analyses de cycle de vie.
de différents produits. Et un produit qu'on connaît bien, par exemple, c'est le smartphone. Donc, je vais utiliser ça pour illustrer ici la suite de la présentation. Et dans le smartphone, on voit ici pour un smartphone spécifique que la majeure partie, c'est-à-dire 70 à 80% de l'empreinte carbone, est liée à la production et pas à l'utilisation. Et ça va vraiment dépendre des différents terminaux qu'on regarde. C'est pas forcément le cas pour une télé ou pour un data center. Alors, je vois Louis dit, je ne vois pas tes slides de mon côté. Est-ce que c'est le cas d'autres personnes ou pas? Euh, Pour moi, c'est toujours OK. OK. Bon, donc en principe, ça a l'air d'aller. Et alors, si on va ensuite voir pas pour un téléphone, mais pour plusieurs téléphones, on va se rendre compte en fait que les circuits intégrés, ben, en général, représentent bien une part importante. Mais au-delà du fait que ça représente une part importante de l'empreinte carbone à la production, on voit aussi que ça génère une variation importante dans les résultats. De fait, il y a une variation qui est clairement non négligeable, comme on peut le voir ici. Et cette variation, elle peut venir de deux sources principales. D'une part, de la manière dont a été modélisé le smartphone, et d'autre part, des facteurs d'impact qui vont associer une valeur d'empreinte carbone pour un circuit intégré donné. Et nous, dans l'étude que je vais vous présenter ici, c'est vraiment sur cette deuxième partie qu'on s'est penché, c'est la question des facteurs d'impact pour la production des puces électroniques. Et donc, si on reprend cette structure générale qu'on a vue tout à l'heure, nous, on s'intéresse bien aux données, on va dire, qui sont vraiment derrière tout ça, avec un focus sur le début du cycle de vie, c'est-à-dire l'extraction et la production, et pour trois indicateurs, comme je le mentionnerai juste après. Alors, les questions de recherche vraiment principales qui nous ont intéressés dans ce travail-là, c'est premièrement de comprendre quelles sont les données qui sont disponibles aujourd'hui pour l'évaluation des impacts environnementaux de la production de puces électroniques, et ensuite de comprendre aussi dans quelle mesure euh, les roadmaps semi-conducteurs sont cohérentes avec les targets environnementales, en particulier pour les émissions de gaz à effet de serre, sur une période de temps donnée. Alors, dans la manière dont on a procédé, dans les contributions, on va dire, de cet article qui vient d'être publié, il y a trois parties importantes. Une première qui va vraiment être de proposer une revue de littérature qui est, à notre connaissance, la première revue de littérature extensive sur cette question. Dans un deuxième temps, c'est d'utiliser cette revue de littérature pour faire une analyse qualitative et quantitative sur trois indicateurs environnementaux. Et pour finir, de remettre tous ces résultats en perspective de manière long terme pour essayer de tirer les leçons des tendances historiques qu'on a pu constater dans ce secteur-là. Et tout le travail qui a été fait là, toutes les données sur lesquelles on s'est basé et qu'on a été chercher, sont rendues disponibles dans du matériel supplémentaire pour éviter, enfin, en tout cas pour espérer que ce travail puisse servir de base pour quelque chose par la suite, parce que c'est vrai que c'est un travail un peu de fourmi qu'il est intéressant de ne pas refaire 40 fois. Pourrait-on avoir le lien vers les publications essentielles? Oui, tout à fait. Donc ça, j'enverrai les liens à la fin, et à chaque fois, je pourrais aussi partager les slides, et il y a les QR codes à chaque fois qui renvoient vers les différentes études. Alors là, maintenant, pour le reste de la présentation, je vais aller relativement vite dans le sens où je préfère avoir un peu de temps pour discuter plutôt que de passer un temps infini à présenter. Mais dans ce que je vais présenter rapidement, c'est méthodologie, résultats et tendances historiques. Et donc, la première question qu'on peut se poser, c'est, OK, comment est-ce qu'on a travaillé avant d'arriver au résultat? Et donc, pour la méthodologie, c'est ce que j'expliquais avant avec les trois grosses contributions. En fait, la méthodologie de travail est aussi divisée en trois étapes. La première étape qui va vraiment être la revue de littérature, donc pour identifier les données ACV au niveau de la production de circuits intégrés. Et ça, on l'a fait pour quatre catégories de littérature différentes, donc pas uniquement de la littérature scientifique. Et c'est là qu'on va revenir sur la question tout à l'heure sur les rapports RSE, mais on a aussi été considérer les bases de données état de l'art disponibles aujourd'hui et aussi les roadmaps industriels. Puis ensuite, sur base de cette étude de littérature, on s'est dit, OK, on va faire une analyse qualitative et quantitative approfondie sur ces différentes données.
Ça, c'est vraiment la deuxième étape. Et ensuite, la troisième étape qui vient prendre ces résultats et les mettre en perspective par rapport à des valeurs qui étaient sur une période de 1980 à 2010, alors que tout le reste de l'étude se focalise sur des données qui sont de 2010 à 2020. Important à retenir aussi, donc on fait toute l'étude, c'est le parallèle exact pour 3 indicateurs environnementaux, c'est-à-dire l'énergie, la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau. Même si dans cette présentation, on va se focaliser uniquement sur le gaz à effet de serre, simplement parce que ça ira plus vite. Et toutes les métriques qui sont données sont toujours normalisées par centimètre carré. Donc ça, on en discutera, on en reparlera aussi tout à l'heure parce que ça aurait pu aussi être normalisé par transistor ou par masse, comme c'est parfois fait. Mais il y a une raison valable qui justifie qu'on normalise par centimètre carré. On en reparlera tout à l'heure. Alors maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé résultat. Donc, dans un premier temps, je vous parlais de 4 catégories de littérature, donc pas uniquement de la littérature scientifique, mais bien des rapports de fonderie, incluant ST microélectronique, TSMC, Global. Thibaut, on te perd un petit peu C'est là. la roadmap industrielle. On te perd Ouais, par vous moment. me Genre, perdez toutes au les minutes, niveau du on te son. perd 3-4 secondes, ouais, toutes les minutes. Donc, je sais pas si Ok. si tu sais te déplacer ou pas, mais sinon, on va essayer Euh, de faire avec. Ok, c'est vrai que si je descends, ça risque, bon, il risque d'y avoir un petit clip. Je vais peut-être essayer d'accélérer un tout petit peu, comme ça évitera peut-être Non, prends trop ton de temps. temps, il n'y a Mais pas de souci, mais ok. Mais si jamais c'est vraiment difficile pour la compréhension, n'hésitez pas à me refaire un up et alors je descendrai à ce moment-là. Ok. ok, on va croiser les doigts là. Euh, donc ça, c'est les 4 catégories de littérature et des bases de données commerciales. Et alors, dans l'analyse qualitative, ce qui a été fait, donc je vous épargne le tableau lourd et ennuyeux. Si vous voulez voir les détails, ils sont dans le papier, donc il n'y a pas de. Ici, on va juste s'en tenir au fond. Et donc, on a analysé pour chacune des sources qui ont été considérées pour un set d'une dizaine de features spécifiques à la production d'IC. Analyser chacune des sources par rapport au même set de caractéristiques. Et ça, dans quel but? De pouvoir comprendre en fait si toutes les études parlaient la même langue. Donc si toutes les études proposaient des valeurs qui en fait étaient comparables les unes avec les autres. Et ce qu'on voit à la conclusion de cette étude qualitative, c'est qu'il y a une non-homogénéité dans la manière dont les différentes études présentent leurs valeurs. Et donc, toutes les valeurs ne contiennent pas la même chose. Donc, ça, c'est pas une surprise, parce que c'est souvent le cas dans ce qui va être analyse de cycle de vie. Par contre, c'est une des premières fois où on pointe de manière systématique et objective les différents manques et ce mismatch de périmètre dans les différentes études. Alors, dans un deuxième temps, là, c'est l'étude quantitative. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser deux choses. On va analyser pour les bases de données commerciales et la littérature. On va analyser les impacts environnementaux par nœud technologique. Donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, ici, c'est ce qu'on voit sur l'axe X ici. Donc, les nœuds technologiques qui définissent en fait la finesse de gravure des technologies. Et ici, dans l'axe Y, c'est à chaque fois l'impact environnemental par centimètre carré. Euh, et ce qu'on voit ici très clairement, c'est qu'en regroupant toutes les différentes sources qui ont été analysées dans la revue de littérature, on voit qu'il y a une augmentation des impacts environnementaux et ici de l'empreinte carbone par centimètre carré au fur et à mesure de l'avancement des nœuds technologiques. Alors ça, fondamentalement, c'est pas vraiment une surprise, dans le sens où sur un même centimètre carré, si on descend en nœud technologique, ça veut dire qu'on met aussi plus de transistors. Et donc ici, on compare bien par centimètre carré, on ne compare pas par transistor. Et vous comprendrez à la fin pourquoi il y a un intérêt de le faire comme ça. Mais donc, le résultat n'est pas surprenant en soi ici. Ce qui est par contre très intéressant, c'est d'avoir pour la première fois cette comparaison des différentes valeurs et où elles se situent les unes par rapport aux autres, en gardant bien en tête qu'elles ne couvrent pas toutes forcément le même périmètre. Donc ici, il n'y a pas pour but d'aller choisir une valeur qui serait meilleure qu'une autre, c'est bien de comprendre quelle est la variabilité qui est introduite dans les différentes valeurs et le problème de mismatch de périmètre.
On voit aussi que pour des nœuds avancés, ça semble accélérer plus vite que c'était le cas avant. Maintenant, il y a très peu d'études voire une seule étude qui a travaillé là-dessus. Et donc, ça reste une question qui est à prendre aussi avec précaution. Si maintenant on s'intéresse aux données qui ont pu être extraites des rapports RSE et des roadmaps industriels, ici c'est important de noter qu'on n'a pas pu faire l'analyse par nœud technologique pour la simple et bonne raison que les rapports RSE ne donnent pas cette information et qu'il est très difficile, voire impossible, de la récupérer. Donc ce qu'on a fait plutôt, c'est analyser ça au cours du temps, donc des différents rapports RSE, toujours en impact environnemental par centimètre carré, et donc de manière très simple, de prendre les impacts qui sont donnés dans les rapports RSE, divisés par un volume de production, ce qui nous permet de ramener ces impacts environnementaux au centimètre carré. Et ce qu'on va voir dans ces résultats, c'est qu'en fait, il y a deux grandes tendances qui se dessinent. La première qui est une tendance à la diminution des impacts environnementaux par centimètre carré pour la majeure partie des entreprises et des fonderies qui sont considérées ici. Donc ça veut dire que la production d'un centimètre carré est de moins en moins impactante, ce qu'on peut associer à une optimisation des chaînes de production par exemple. Et la deuxième tendance qu'on voit, qui est ici le cas pour TSMC, et c'est une tendance qu'on remarque sur les trois indicateurs, c'est une tendance à la stagnation, voire l'augmentation des impacts environnementaux par centimètre carré. Et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que TSMC reste une entreprise extrêmement performante et ici, le point principal, l'hypothèse principale qui est faite est que cette augmentation par centimètre carré est due au fait que TSMC est la seule fonderie qui va faire de la production de circuits intégrés en dessous de 10 nanomètres dans les différentes fonderies considérées ici. Et donc, dû à l'introduction des procédés de fabrication plus complexes, quand on ramène tout au centimètre carré, on voit qu'il n'est pas possible de descendre en même temps, de diminuer en même temps les impacts environnementaux. Et donc, je précise bien que ça, c'est pas dû à une mauvaise optimisation ou à un mauvais travail de la part de TSMC, mais plutôt intrinsèquement à la complexification des procédés de production. Et alors là, ça fera peut-être le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ici, il y a un petit zoom qui a été fait. Donc, c'est aussi pour l'impact carbone. Pour trois des entreprises qu'on voit sur le graphique qui est ici. Donc, c'est littéralement les mêmes courbes que vous voyez là, mais juste avec un peu plus d'informations à l'intérieur, qui va montrer la différence entre le scope 1 et le scope 2. Donc, le scope 1, tout ce qui est émissions sur site, alors que le scope 2, ça va être émissions liées à l'utilisation d'électricité. Et on va voir pour TSMC aussi au milieu. Qu'il y a bien une légère diminution du scope 1, ce qui peut être dû à des améliorations en abattement sur le site. Mais par contre, qu'au niveau du scope 2 et de l'énergie, là, on a clairement une augmentation par centimètre carré. Et je précise bien que dans l'étude, on s'est intéressé uniquement au scope 1 et au scope 2. Ici, vous voyez le scope 3 qui est donné pour les trois entreprises, mais qui n'a pas été pris en considération, tout simplement parce qu'il est défini de manière très différente en fonction des différentes entreprises. Pas obligatoire non plus à reporter, donc on ne l'a pas pour toutes, mais comme ça donne quand même un ordre de grandeur. Ce qu'on voit aussi, c'est que typiquement pour ST Micro, on voit là que la part du scope 2, donc qui est liée à la consommation d'électricité, parvient à diminuer. Et alors ça, je vais passer très rapidement dessus, mais si on va faire donc la même analyse pour les deux autres indicateurs qui sont l'énergie et l'eau, on va voir que pour ST Micro, il y a une part de la consommation de renouvelables qui augmente très fortement, ce qui pourrait expliquer cette diminution d'impact au niveau du scope 2 de leurs émissions carbone. Et là, on retrouve bien des ordres de grandeur qui sont vraiment très similaires à ce qu'on a vu pour le cas de Taïwan au niveau de la quantité d'énergie, enfin du pourcentage d'électricité par rapport à l'énergie totale qui est consommée. Donc c'est clairement l'énergie électrique qui drive la consommation
énergétique sur le site des fonderies. Et je note aussi pour la consommation d'eau, le pourcentage extrêmement important de réutilisation d'eau, ce qui est vraiment super intéressant et important aussi de pointer que plus de 50% de l'eau en général est recyclée, même si, comme le disait Gauthier tout à l'heure, faire la différence entre réutiliser, recycler, il y a vraiment un nombre de vocables pour l'utilisation de l'eau dans cette industrie qui est parfois très difficile à reclassifier ou associer l'une ou à l'autre. Il y a pas mal de flou autour de ça. Et alors maintenant la question de fin qui pourrait être, ben, en fait, pourquoi tout ça a de l'importance? Donc pourquoi ça a de l'importance de faire ce genre d'études et surtout pourquoi ces résultats ont de l'importance? C'est que si ensuite on essaye de mettre en perspective ces résultats, ce qu'on a fait, c'est faire exactement la même méthodologie que ce que vous venez de voir pour les années 2010 à 2020, sauf qu'on a essayé d'aller retrouver des données pour la période 1980 à 2010, des données qui étaient majoritairement données dans la littérature scientifique, mais reportées de l'industrie. Donc, c'est des personnes de la littérature scientifique qui ont vraiment été reportées des données industrielles. Et donc, ce qu'on montre ici, c'est vraiment bien des données industrielles. Et ce qu'on voit donc en se penchant là-dessus, c'est que donc on a fait exactement le même travail, moyennant certaines hypothèses, parce que tout n'est pas disponible, mais c'est aussi pour ça du coup que l'entièreté du travail sur les données, des hypothèses et des données brutes qui ont été extraites sont rendues disponibles dans ce matériel supplémentaire. Voilà ce qu'on obtient pour les données de 1980 à 2010. Donc, si on a un peu une simple, enfin, une bête distribution, en regardant juste la distribution de ces différentes données, on obtient une sorte de ARP, comme on a sur la distribution rouge qui est là, donc sur la droite, c'est simplement prendre les données qu'on avait tout à l'heure dans notre étude et faire aussi la distribution. Et ce qu'on voit, c'est que par centimètre carré, sur la période 2010 à 2020, on voit qu'il y a une diminution d'environ moins 16, moins 17%. Par rapport au cas, enfin par rapport à la période 1980-2010, ce qui est un point vraiment remarquable dans le sens où il y a quand même une légère diminution des impacts environnementaux par centimètre carré, alors que le mix technologique contenu dans ces deux boxes n'est pas le même. Donc c'est des mix bien plus avancés dans la partie droite que dans la partie de gauche. Et donc là, on voit qu'il y a un point intéressant, c'est que l'industrie, tout en avançant dans les nœuds technologiques, a quand même parvenu à ne pas faire exploser son impact environnemental par centimètre carré, voire même à le diminuer légèrement. Alors ça, c'est vrai pour les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'énergie, on voit quelque chose de similaire. Par contre, pour l'eau, on voit une forte augmentation des indicateurs. On peut en rediscuter après si besoin. Mais il faut aussi mettre en perspective que moins 15% sur cette période de temps, c'est pas non plus gigantesque. On n'a pas divisé par 2 ou par 10 l'empreinte au centimètre carré. Donc une manière de lire ça peut être de dire que tout en avançant dans les nœuds technologiques, il y a une sorte de stabilisation, une très légère diminution des impacts environnementaux par centimètre carré, mais pas une réduction drastique. Par contre, ce qui est aussi important de noter, c'est que dans le même temps, si on va regarder maintenant comment a évolué le volume de centimètres carrés qui a été produit ou la quantité de centimètres carrés produits, on se rend compte, si on prend un cas particulier, duquel il ne faut pas forcément tirer une généralité, je le répète, mais un cas particulier qui serait la production d'application processors chez Apple, on voit que sur les 10 dernières années, la surface de ces application processors a grosso modo stagné. Bon, ça, on peut dire que ça peut augmenter ou diminuer, mais en gros, c'est plus ou moins stable, alors qu'ils sont passés d'une finesse de gravure de 45 nanomètres en fait, c'est plus que le nœud technologique. Et donc ça, c'est bien un exemple d'un effet rebond au niveau du hardware et d'une augmentation de la fonctionnalité plutôt qu'une diminution de la surface des chips à fonctionnalité constante.
Et alors maintenant, si on regarde de manière générale, donc au niveau mondial, ce qu'on voit ici, c'est l'augmentation sur les 10 dernières années de la production de semi-conducteurs au niveau mondial. Et en dessous, on voit la couverture de notre étude à nous, parce qu'évidemment, on n'a pas pu couvrir l'entièreté des données, pas parce qu'on ne voulait pas, simplement parce que la majeure partie des données ne sont pas disponibles ou trop agrégées que pour pouvoir faire ce type d'études. Donc on a essayé d'en inclure beaucoup plus, mais c'était simplement pas possible parce qu'en fait on savait pas avec quoi on travaillait si on faisait ça. Et donc on voit ici clairement aussi que de manière mondiale, l'augmentation des volumes de vente et de surface au niveau des circuits intégrés augmente clairement de manière exponentielle à environ 4% par an, et c'est pas prévu de diminuer, que du contraire. Et donc, s'il vient ici pour terminer la présentation, reboucler par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à ces trajectoires de diminution qui sont absolument critiques aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que si on prend cette trajectoire qui nécessiterait du coup environ une diminution de 7,6% par an, si on démarre cette diminution en 2020, ce qui n'a pas forcément été le cas, pour viser la target de 1,5 degré, et que d'une autre part, on considère qu'on n'a pas envie de toucher à l'augmentation des volumes de vente parce qu'on juge que c'est nécessaire de continuer d'augmenter ces volumes de vente qui augmentent à 4% par an. Ça voudrait dire que si on veut coller, si on veut l'ordre de grandeur pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir coller les deux objectifs en même temps? Eh ben, il faut pouvoir diminuer d'environ 11 à 14% par an l'impact carbone par centimètre carré. Or, on a vu juste avant que sur la période 1980-2020, on a réussi à diminuer d'environ cette période. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, il y a IMEC, donc un centre de recherche en Belgique, qui est mondialement connu et qui travaille, qui a démarré un programme sur ces questions-là, vient de sortir un vision paper ou un white paper sur lequel ils font une analyse qui en fait est assez similaire et où ils vont montrer de 2020 à 2030 différentes trajectoires pour l'empreinte carbone au niveau des chips au niveau mondial. Et il montre donc le pas qu'on devrait suivre dans le cadre des accords de Paris, donc ce qui est similaire à ce qu'on montrait juste au-dessus. Et ensuite, un cas qui est si on ne change rien, donc c'est la ligne en pointillé ici. À noter qu'on considère même une augmentation de 8% des volumes de vente, alors que c'était 4% dans notre cas. Et il trace ici une évolution dans un cas où il y a une amélioration notoire de l'énergie renouvelable ou bas carbone. Et le gap, il montre quand même qu'en absolu, ça continue d'augmenter, ce qui fait aussi le lien avec ce dont on parlait juste avant. Et donc, pour terminer et nous laisser un petit quart d'heure de discussion, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors, principalement que, évidemment, quantifier, c'est important. Pouvoir quantifier et mieux comprendre les impacts environnementaux de la production de puces électroniques, c'est très important. Mais il faut aussi être bien conscient des limites qui sont à l'intérieur de ces données et des trous qui existent encore maintenant, donc de tout le travail qu'il y a à faire pour améliorer ça. Il faut aussi retenir que la minimisation des impacts environnementaux par centimètre carré ne sera pas suffisante pour réduire rapidement les impacts environnementaux absolus, surtout si on avance vers des nœuds technologiques qui sont beaucoup plus avancés, comme on l'a montré dans cette présentation. Il y a aussi le problème d'effet rebond, clairement mis en avant ici, avec le problème d'augmentation de fonctionnalité. Et ça, en faisant cette étude, on s'est rendu compte que c'est déjà quelque chose qui avait été pointé il y a 10 ou 15 ans. Et donc ici, on le remet en lumière encore une fois pour montrer que c'est toujours d'actualité, et c'est même plus d'actualité qu'avant. Et sur les deux derniers points à retenir, c'est le besoin critique de repenser les modèles socio-économiques et particulièrement les roadmaps d'innovation ainsi que les métriques d'efficience. Alors ça, je vous ai passé un point sur ce qui était roadmapping semi-conducteur. Donc si on a un peu de temps après, je peux présenter quelques slides supplémentaires, mais pour montrer que les roadmaps semi-conducteurs actuellement ne parviennent plus à faire des roadmaps d'impact environnementaux parce qu'elles reconnaissent elles-mêmes dans les rapports 2021 et 2022 que la complexification des chaînes de production et de la supply chain tout simplement, est trop complexe que pour pouvoir redonner des targets environnementales. Et donc, il y a, à l'heure d'aujourd'hui, plus de targets environnementales dans les roadmaps officiels
pour les impacts environnementaux de la production de puces intégrées. Et donc, l'urgence de la situation, en particulier dans un contexte de CHIPS Act, comme c'est le cas en Europe et aux USA, qui pour nous est aussi une opportunité de repenser la chaîne du semi-conducteur et de l'électronique en Europe, particulièrement si on compte baser nos sociétés sur une digitalisation qui est beaucoup plus importante au fil du temps. Et donc là, je pense que ça fait un lien vraiment direct avec le but et le cheval de bataille de l'INR et du coup de Jules, Olivier et tout le reste de l'équipe. Donc voilà, pour moi, je vais m'arrêter là, comme ça on a un peu de temps pour discuter. Je ne sais pas si ça va mieux au niveau du son. Merci Thibaut, c'est parfait. Oui, ça va, on t'a encore perdu une petite fois, mais ça a été. Donc j'ai activé l'ensemble des micros. Donc pour les personnes qui ont des questions, vous pouvez tout simplement désactiver votre micro, enfin activer votre micro, pardon, et poser une question à Thibaut. Et donc, ouais, on va voir s'il y a des questions et je te laisse y répondre. Super, si vous êtes timide et que vous préférez utiliser le chat, moi, il n'y a pas de souci non plus. Merci pour votre écoute en tout cas. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. En fait, je prends la parole puisque personne semble vouloir la prendre. Est-ce que le problème n'est pas la surconsommation et surtout aussi le problème de publicité qui fait que les commerces incitent de plus en plus à acheter, à renouveler du matériel qui n'est pas forcément obsolète et que limiter les impacts au niveau de la fabrication est une chose. Est-ce qu'il ne faut pas essayer en amont de limiter la fabrication en limitant les achats et l'obsolescence et des choses comme ça, et surtout de la publicité à tout va pour multiplier à chaque nouvelle technologie, inciter les gens à remplacer du matériel, alors que le matériel précédent, généralement, marche parfaitement encore. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est un point. Merci pour la question réflexion. C'est tout à fait le point qu'on met en avant et c'est d'ailleurs ce que montrent vraiment ces figures-ci. Et c'est vraiment pour ça que ce sur quoi on vient attirer l'attention, c'est cette question d'amélioration relative ou absolue des impacts environnementaux. Et ici, on voit vraiment une différence qui est que, en fait, que ça augmente de manière relative ou absolue, qu'on s'améliore de manière relative ou absolue. Le problème fondamental est aussi le volume de technologie qui va être généré, donc ici le volume de puces électroniques, et donc, comme vous l'avez souligné, les usages qui en découlent sur le remplacement et le nombre de circuits intégrés qui vont être générés. Et donc, c'est pour ça que On n'entend plus. les dispositifs environnementaux sont majoritaires. Je ne sais pas si c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant, vous m'entendez mieux? Là, ça a remarché, oui. Oui, ok. Donc, pour faire court, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment important de prendre ce volume de production, de diminuer au maximum le renouvellement des dispositifs pour lesquels les impacts environnementaux sont majoritaires dans la phase de production. Et donc, ça fait le lien aussi avec toute la question des usages qui est vraiment très importante sur ces questions-là. Mais si on veut aller plus loin, il y a aussi toute la question de planification, donc c'est pour ça qu'on parle de roadmap, de planification au niveau du secteur et au niveau de l'Europe, qui vise une augmentation des volumes de production très importante. Et du coup, la question qu'on pose ici, c'est vraiment cette question de pertinence et de cohérence entre, d'une part, les accords qui visent à une diminution des impacts, des émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part, l'augmentation des volumes de production s'il y a relocalisation en Europe également. Donc, c'est vraiment sur ce point-là que pour nous, il y a une opportunité, une réflexion qui devrait être faite en essayant de viser une stabilisation ou une diminution des volumes de production semi-conducteurs. Oui, mais ça, c'est aller à l'encontre du profit des industriels et des commerces. Hein. Et c'est ça le problème. Oui, alors tout à fait. Dans un premier temps, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai que dans le modèle d'aujourd'hui, c'est aller à l'encontre de leur gain économique.
Par contre, si on prend en compte la complexification des supply chains et comme un exemple qui pourrait être très concret, c'est l'exemple du shortage de puces qu'il y a eu au niveau de l'automobile, ce qui a généré aussi des coûts monstrueux et des retards monstrueux au niveau de cette industrie, de par le fait qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Ici, c'est aussi ça qu'on pointe en avant, c'est-à-dire que dans le business model actuel, ce qui est proposé, c'est-à-dire limiter ou diminuer le volume de production de puces intégrées, c'est de fait une perte notoire économique, mais que si on réfléchit à d'autres business models, d'autres plans économiques, pour nous, c'est là devrait être tout l'intérêt du CHIPS Act, c'est de pouvoir réfléchir à un autre business model qui limiterait les volumes de production. Et pour rebondir là-dessus, je pense que de façon générale, c'est une question qu'on a souvent ici avec l'Institut ou nos membres, ça reste des questions des questions de société, effectivement, et de qu'est-ce qu'on fait et la place de la technologie dans la société. Mais donc oui, un tout grand merci pour votre question, Jean-Paul. J'espère que la réponse était complète et qu'elle vous convient. Tout à fait. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions également. Michel, je vois que ton micro est allumé. Oui, bon, c'était une simple réflexion sur le juste besoin que nous avons, parce que je pense qu'effectivement la complexité fait que la production de microprocesseurs et autres, on n'arrivera pas à réduire d'une façon significative l'impact carbone ou l'impact sur l'eau ou autre, ou exploitation minière qui n'est même pas revue dans le projet qui a été présenté ici. Mais doit-on aller vraiment dans un modèle économique où, si je reprends l'exemple de la voiture et des retards de livraison des voitures, faut-il autant d'options gérées par l'électronique? Je peux comprendre qu'on va vers la voiture électrique, mais l'exploitation de toutes les facilités, des capteurs et autres, je pense qu'on est un peu à une course de technologies qui ne sont pas toujours utiles. Et là, il y a peut-être une réflexion à faire sur notre modèle économique et notre modèle de vie par rapport à ça. Ouais, Retourner au juste besoin. Tout à fait. Donc ça, c'est un point. Et encore une fois, ça va être des questions qui sont plus politiques ou sociétales, même si elles sont tout autant pertinentes et elles m'intéressent aussi énormément. Pour nous, le point qui est important dans l'étude, c'est de dire qu'en tout cas, au vu de ce qu'on voit là, s'il y a une relocalisation de la production d'électronique en Europe, clairement, il va y avoir des tendances qui sont contradictoires avec les accords de Paris et les roadmaps environnementales. Donc ça, c'est tout à fait pertinent par rapport à ce que vous dites. Et j'irais même plus loin, c'est de dire que si au niveau européen, il y a une volonté d'aller vers des villes qui sont de plus en plus digitalisées et d'intégrer de plus en plus de numérique partout dans les infrastructures, ça pose une réelle question d'autonomie et de géopolitique propre. Qui est que si on ne produit pas ces différents composants électroniques chez nous, ce qui est très peu le cas ou de manière très limitée le cas aujourd'hui, à quoi sert l'augmentation de toutes ces fonctionnalités et toute cette complexification des infrastructures si c'est pour se retrouver le bec dans l'eau le jour où on ne peut plus obtenir ces différents composants électroniques. Et donc ça lie de très près votre remarque sur les justes usages et la question de société qui est de se dire du numérique, d'accord, mais à quel niveau? Quel est le niveau de numérique? Quel est le niveau de numérisation qu'on veut faire? Dans nos sociétés. Et ça, c'est vraiment sur ces questions-là qu'on espère aussi soutenir ce discours avec ce genre d'études. J'ai peut-être une question là-dessus pour avoir une vue assez concrète de ce que ça peut entraîner. Je sais pas moi, à l'horizon 2030. Est-ce qu'on parle de plus de digitalisation au sens qu'on va avoir plus d'équipements et des choses qu'on peut voir aujourd'hui, donc plus d'écrans, de publicitaires et autres, ou est-ce que c'est plutôt un accroissement du type d'équipement qu'on va avoir, donc des nouveaux équipements avec des nouveaux usages? Alors, il y a... Ouais. Vas-y, mais donc c'est plus une question sur la croissance ouais. de ce qui existe actuellement ou sur plutôt des nouveaux types d'équipements qu'on ne connaît pas encore?
Alors, je dirais il y a les deux effets. Il y a en partie une intensification des usages déjà existants. Donc ça, c'est ce que tu mentionnais par exemple avec des écrans. On va mettre plus d'écrans. Les écrans existent déjà. Par contre, il y a aussi une apparition de nouveaux usages qui va être typiquement tout ce qu'on va voir dans l'Internet des objets. Donc ça, c'est un point important. Je vais revenir au tout début de la présentation. Mais où là, il y a clairement des nouveaux usages et l'introduction de nouveaux objets électroniques qui n'étaient pas présents avant. Donc, si on regarde sur la figure ici à gauche, on voit plusieurs tendances de déploiement d'objets Internet des objets, et on voit que c'est une augmentation exponentielle dans toutes les prédictions, enfin les prédictions, dans toutes les extrapolations qui sont faites. Et donc ça montre clairement l'introduction de nouvelles intégrations d'électronique dans des objets qui ne contenaient pas d'électronique avant. Donc ça, c'est clairement une complexification. Et il faut aussi bien souligner que si ça peut poser problème au niveau de la production, ça va aussi très fortement poser problème au niveau de la gestion des déchets, donc de la fin de vie de ces différents composants qui sont déployés de manière massive dans l'environnement, parce que ça induit une hybridation des flux électroniques, donc une diversification des flux de déchets électroniques. Et ça, les recycleurs, c'est vraiment ce qu'ils veulent éviter. La chose la plus intéressante pour les recycleurs, c'est des flux denses et le plus homogène possible. Or, avec ce genre de nouvelles applications qui sont type Internet des objets, on va plutôt vers une miniaturisation très forte et vers une diversification des flux de déchets, ce qui est complètement à l'opposé de ce dont on a besoin en fin de vie, à savoir aussi qu'environ 80% des déchets électroniques aujourd'hui ne sont pas traités sur notre sol, ils sont mis dans des containers et envoyés dans des pays en voie de développement. Donc autrement dit, on numérise, mais on ne prend pas non plus la responsabilité de la gestion de la fin de vie de cette numérisation, en tout cas aujourd'hui. Pour revenir, si je me permettre, sur l'intervention tout à l'heure, pour la voiture, je dirais qu'il y a une bonne part d'amélioration de la sécurité des voitures qui est permise par l'utilisation d'électronique. Mais si on prend par exemple l'exemple des ordinateurs, eh bien, je dirais que ça fait des décennies qu'en fait, on ajoute de la complexité aux ordinateurs pour inciter les gens à changer d'ordinateur, alors qu'en général, ils n'utilisent pas 95% de la puissance de l'ordinateur, et que là, il faudrait mettre un frein, je pense, mais je ne vois pas comment légalement ou on peut intervenir au niveau des industriels qui vendent plus des gadgets que des outils. Alors c'est vrai que il y a une partie qui est vraie sur cette complexification. Maintenant, ça permet aussi l'augmentation des fonctionnalités. Je veux dire, ce qu'on fait aujourd'hui avec un ordinateur dépasse largement ce qu'on faisait il y a 10 ans avec, en termes en tout cas de puissance de calcul. Par contre, c'est vrai que tout ce qui va être problème de rétrocompatibilité, problème d'update, principalement logiciel et autres, ça c'est vrai que c'est des réels problèmes. Et je pense, par exemple en France, qu'il y a beaucoup plus d'initiatives au niveau législation que c'est le cas par exemple en Belgique sur ces questions de réparabilité, d'extension de la durée de vie, d'extension des garanties. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui doit venir en parallèle au niveau politique. Ça, c'est sûr que c'est pas uniquement au niveau du développement technologique qu'il y a à faire. Politique et des modèles économiques aussi. Oui, de nouveau, hein, si on va se concentrer sur des questions plutôt sur le contenu de la présentation, je préfère qu'on parte pas trop dans les enjeux de société, même Ouais. si effectivement, c'est des discussions qu'on aime bien. Mais donc, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'on a encore des questions assez concrètes sur le contenu qui était présenté? Sinon, je ne sais pas non plus si certaines. Enfin, moi, j'en suis intéressé de voir un petit peu les slides que tu avais. Je sais pas si les slides additionnels dont tu avais parlé, je ne sais pas combien de temps ça prend, si les gens sont partants. Alors, je ne sais pas si les gens sont partants. Ce que je peux montrer très rapidement, qui sera peut-être intéressant, c'est au niveau... là, c'est pour peut-être faire plus un lien sur ce qui va être... je vais juste mettre ceci, 2 minutes, le temps que je parle. Donc, un lien sur ce qui va être plutôt au niveau politique ou feuille de route industrielle. Où là, il y a des questions assez importantes. Donc là, on n'est plus sur on n'est pas en train de parler du consommateur comme vous et moi, en se disant est-ce qu'il faut que j'achète ceci ou cela, est-ce qu'il faut que j'étende la durée de vie ou pas.
Là, vraiment, si on va voir au niveau des roadmaps industriels, ce qu'on voit, alors c'est ça que je voudrais montrer, c'est que si on regarde sur les 20 dernières années, les feuilles de route au niveau des semi-conducteurs, des impacts environnementaux par centimètre carré des semi-conducteurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des feuilles de route qui ont été données par l'industrie en disant, voilà, on aimerait bien atteindre autant d'impacts environnementaux par centimètre carré. Donc ça, c'est des projections qui ont été faites, des roadmaps qui ont été faites autour des années 2000. Et ce qu'on voit en prenant des rapports qui sont à chaque fois publiés dans des années ultérieures, c'est que il y a une tendance à faire une relaxation des objectifs précédents qui ont été faits. Donc on prend pour une même année, on prend la valeur qui était donnée dans un rapport précédent et on la remonte. Puis ensuite, dans le nouveau rapport, on montre quand même qu'il y a une diminution, mais si on les met tous bout à bout, en fait, on voit que la diminution descend jamais en dessous de ce qui avait été énoncé initialement et qui a systématiquement cet effet de relaxation dans les différentes feuilles de route. Et ça, c'est réellement un problème, au niveau des trajectoires qui sont énoncées, et deux, c'est réellement un problème parce que maintenant, même les roadmaps qui faisaient ça reconnaissent elles-mêmes ne plus pouvoir donner d'objectifs quantitatifs, et donc il n'y a plus d'objectifs quantitatifs limitants. Et un autre point, vous remarquerez ici qu'il n'y a pas les émissions de gaz à effet de serre, pour la simple et bonne raison qu'elles n'ont jamais été données. Il y a uniquement pour les gaz fluorés, mais donc pas pour les émissions totales. Et donc ça, c'est réellement des problèmes. C'est-à-dire que si par exemple on parle de la relocalisation en Europe de la fabrication des puces électroniques, ce qui peut en soi être une très bonne chose, là, il y a clairement un besoin extrêmement critique de venir mettre de l'organisme de contrôle et de standardisation qui permettent de monitorer l'évolution de ces impacts environnementaux dans la production de semi-conducteurs. C'est absolument nécessaire et ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans le CHIPS Act actuellement au niveau de l'Union européenne. Ok, on a deux petites questions dans le chat qu'on a loupées. Gilo de chez Ouais. Mavana qui te pose une question. Je t'ai accès au chat, sinon je te la lis. Comme Ouais. tu préfères. J'ai accès au chat. Donc la question de avez-vous discuté, étudié les possibilités d'économie circulaire des circuits intégrés ou est-ce complètement utopique? Donc c'est vrai. Merci Gilo pour la question. C'est une question très intéressante et qui nous intéresse beaucoup aussi. Donc on a essayé. Il va y avoir plusieurs manières de voir cette économie circulaire entre parenthèses, entre guillemets, comme tu le mets. Ça va être toute la question de réutilisation ou de recyclage, etc. Donc, on va dire les 7 ou 11 R qu'il y a à chaque fois dans ce genre de déclinaison. Alors, pour le recyclage, si on commence par tout au bout, il y a des entreprises très performantes comme Umicore en Belgique qui parviennent à récupérer une partie des métaux qui sont utilisés, des métaux précieux qui sont utilisés dans ces circuits intégrés, mais pas tous. Et clairement, c'est sélectif et c'est principalement dirigé par la valorisation économique qu'ils peuvent faire de ces métaux, parce que vu qu'il n'y a pas de prix qu'on paye ou un prix extrêmement faible qu'on paye pour la gestion de la fin de vie des dispositifs électroniques, ben en fait, quand ils arrivent en fin de vie, le modèle actuel pousse à ne recycler que ce qui va être rentable économiquement et pas le reste, tout simplement parce qu'aucune entreprise actuellement, si ce n'est pas une entreprise financée publiquement, ne va à recycler des choses pour lesquelles il n'y a pas de valorisation économique. Donc ça, c'est pour le recyclage. Il y a réellement des limites, même s'il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites. Mais ça va aussi demander une collecte importante. Et ça, c'est une limitation très importante dans la récupération d'électronique aujourd'hui. C'est la collecte d'électronique en fin de vie. Et par contre, pour tout ce qui va être réutilisation, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la manière dont les circuits intégrés sont pensés, ils ne sont pas designés pour avoir plusieurs utilisations dans leur cycle de vie. C'est quand même produire, utiliser et ensuite jeter. Et donc là, on revient un peu sur la discussion qu'on avait avec Monsieur Gender tout à l'heure, qui était de dire c'est aller à l'encontre du profit pour les entreprises. C'est vrai dans le modèle actuel, mais dans un modèle ou dans une situation où il y aurait beaucoup plus de contraintes sur les chaînes d'approvisionnement, sur les délais, sur les matériaux auxquels on peut accéder, là, le fait de réfléchir à des circuits intégrés qui pourraient avoir plusieurs
plusieurs vies, pourrait devenir quelque chose de vraiment différent. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut acheter des circuits intégrés à un prix très bas, voire beaucoup plus bas que leur valeur intrinsèque réelle. Et donc ça, clairement, les questions d'économie circulaire, c'est pas un point qui a été abordé en profondeur dans ce papier-là, mais c'est un point sur lequel on a pas mal d'intérêt. Donc je sais pas si ça répond à ta question, Gilles, mais en tout cas, à notre connaissance, la production de circuits intégrés n'est pas du tout faite dans un esprit d'économie circulaire pour le moment. Et d'ailleurs, ça se voit bien par le fait que les volumes de vente projetés sont en augmentation exponentielle et c'est comme ça que c'est projeté. Merci Thibaut, ça répond. Merci beaucoup. Et alors la deuxième question, c'était est-ce que les projections prennent en compte les peak oil et peak gas qui devraient augmenter le coût de production et donc diminuer les volumes de production? Non, ça prend pas ça en compte, simplement parce que les roadmaps de projection prennent pas ça en compte non plus. Mais donc là, on arrive vraiment sur aussi un point similaire qui a été discuté avant, c'est dire que le modèle actuel pour la production d'électronique fonctionne dans le contexte géopolitique et économique qu'on a actuellement, mais c'est pas pour ça qu'il fonctionnera toujours. Et c'est vrai qu'ici, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, ben, on voit que ça peut avoir une répercussion importante sur ces productions de puces électroniques. Mais donc non, ça prend pas en compte ces variations récentes dans ce qui a été présenté dans l'étude ici. Voilà, je pense que c'est tout pour moi et on est 5 petites minutes au-delà du temps, donc j'imagine que les gens vont devoir y aller. Ok. Un tout grand merci Thibaut pour cette intervention. Merci à vous pour la proposition, l'invitation. Très très sympa. On a enregistré, donc si tu souhaites le replay, de toute façon, on partagera normalement à ceux qui le demandent ou de façon proactive, on va le proposer à tous les participants. Un tout grand merci. Une très bonne après-midi à tout le monde et à bientôt. Merci Thibaut. Merci. J'en profite aussi pour mentionner que la présentation était bien donnée ici, mais c'est bien le résultat d'un travail qui est collectif avec d'autres collègues également. Donc, c'est pas un travail uniquement personnel. Bonne journée. Thibaut, salut.